Bonjour à toutes et à tous. Voici l'avant-dernier e-débat de l'année. Un e-débat que nous avons souhaité consacrer à l'accès au droit, mais avec une vision plus large que nos débats internes à la profession. Parce que l'accès au droit, avant d'être un sujet pour les avocats, est un sujet qui concerne toute la société. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'accès au droit avec deux associations, les Restos du Cœur et la Fédération des acteurs de la solidarité. Des associations qui ont tiré la sonnette d'alarme après le premier confinement. Oui, je l'ai déjà dit, je le redis, la France connaîtra 1 million de nouveaux pauvres à l'horizon 2021. Cette prévision de l'INSEE doit être réévaluée à la hausse après le deuxième confinement que nous connaissons aujourd'hui. Oui, la précarisation quasi endémique de nombre de nos concitoyens doit nous alerter. Nos mécanismes de solidarité vont être mis à dure épreuve. Sont-ils prêts? Oui, sont-ils prêts à tenir le choc? Ont-ils été dotés des moyens nécessaires? Pour l'accès au droit, le budget de la justice pour 2021 prévoit une hausse entre 25 et 50 millions d'euros. Une hausse qui est insuffisante en soi, puisque tous les observateurs, tous les experts s'accordent à dire qu'il faudrait 500 millions d'euros, oui, je dis bien 500 millions d'euros, pour que ce service public de l'État fonctionne normalement. Mais à périmètre constant, sans parler de la multiplication des Français démunis que l'INSEE nous annonce. Bref, le gouvernement, sur le service public de l'accès au droit, présente un budget pourtant calme alors que la tempête s'annonce. 2021, nous le savons, ne sera pas une année comme les autres. Nos concitoyens ont le droit à l'accès aux soins, le droit à un logement, le droit à un travail, le droit à l'éducation. Ils ont aussi le droit au droit, ce droit qui permet de rendre tous les autres effectifs. C'est ce droit qui conditionne la justice sociale. Alors, en débattre avec vous aujourd'hui me semble donc bien répondre à l'urgence du moment. Je voudrais remercier messieurs Patrice Blanc, président des Restos du Cœur. Bonjour. Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, d'avoir accepté de participer à cette heure d'échange. Ils seront accompagnés par Bénédicte Mas, présidente de la commission Accès au droit du Conseil national des barreaux. Bonjour Bénédicte. Puisque je voudrais la saluer parce que comme moi, elle termine son mandat, même si elle a été brillamment réélue. Je voulais vous dire à quel point notre profession a eu de la chance d'avoir Bénédicte Mast à ce poste depuis 3 ans, parce qu'elle s'est battue sans relâche. Ce que nous avons obtenu sur l'aide juridictionnelle, nous le lui devons. Et ce que nous avons évité de pire pour l'aide juridictionnelle, c'est aussi grâce à elle que nous l'avons évité. Alors, je tenais à le dire. Le mécanisme d'avance sur aide juridictionnelle dont ont pu bénéficier les avocats pendant le confinement, c'est un projet qu'elle a imaginé, qu'elle a porté au ministère, qu'elle a défendu, qu'elle a obtenu. Alors, au nom de tous nos confrères, merci, chère Bénédicte. Alors, selon nos bonnes vieilles habitudes, nos débats seront animés par Xavier Autain, président de la commission communication du Conseil national des barreaux. Alors, je ne ferai pas aujourd'hui son éloge, parce que je le sais pudique, mais aussi parce que j'aurai l'occasion de le faire rougir lors de notre dernier e-débat qui est prévu le 17 décembre prochain. Je lui cède la parole. Merci Xavier. Merci Christiane, merci Madame la Présidente. Merci Madame, merci Messieurs d'être là pour débattre avec nous effectivement de cette question d'accès au droit au singulier, d'accès au droit au pluriel. Moi, je souhaiterais faire avec vous d'abord un premier tour de table en fonction des expériences qui sont les vôtres. On va peut-être commencer par Monsieur Brice, si vous voulez bien, à la Fédération des acteurs de la solidarité, pouvoir nous dire quel est le constat que vous faites aujourd'hui
de la situation. Elle a été dépeinte par Christiane Ferrachou dans les grands traits, hein, sur cette augmentation du nombre de gens en situation de pauvreté, alors que la situation précédente était déjà très préoccupante. Quel constat vous dressez? Comment vous voyez ça? Comment est-ce que vous voyez cette vague arriver? Le constat qu'a dressé la présidente est imparable, et je pense que le président Blanc pourra évidemment le dire du point de vue de ce qui se passe dans l'action qui est la sienne. Nous le voyons à la Fédération des acteurs de la solidarité qui réunit plus de 800 associations partout dans le pays, où nous voyons arriver celles et ceux qui subissent les conséquences de cette crise économique et maintenant sociale, avec cette particularité de ce confinement, avec des indicateurs qui sont l'augmentation importante des allocataires du RSA, de leur nombre dans nombre de départements, des présences plus nombreuses dans les distributions alimentaires, des problèmes d'impayés de loyer. Donc les indicateurs sont là, ils ne sont pas surprenants, et ils ajoutent à des personnes, des femmes, des hommes, des familles de longue date en précarité, de nouvelles couches de la population. Patrice Blanc a eu des mots qui ont frappé sur ces personnes qui arrivent, notamment des jeunes et d'autres, des femmes en situation extraordinairement difficile, notamment à la rue. Donc le constat, il est là. Et au fond, du point de vue de ce qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, et j'en remercie les avocates, les avocats mobilisés et le barreau sur l'accès au droit, ce constat qui est ancien, qui est ce terrible paradoxe qui veut que vous connaissez bien les uns et les autres, que les travailleurs sociaux dans nos structures, que les bénévoles connaissent hélas trop bien, qui veut que c'est lorsque l'on est dans les marges de la société, dans la pauvreté, dans la précarité, que l'on a le plus besoin d'être défendu, d'avoir accès aux droits, d'avoir accès aux prestations, que ce soit, vous le disiez, Présidente, pour les minima sociaux, la santé, le logement, la domiciliation administrative, alors même que l'on en a le plus besoin là. Eh bien, l'accès y est d'autant plus difficile parce qu'on n'a pas l'information, parce qu'on n'a pas les codes, parce que je suis président de la Fédération des acteurs de la solidarité, mais je suis aussi un fonctionnaire de longue date. Le maquis administratif est là. Et donc, cette question de l'accès au droit est de plus en plus centrale. Je vous livre une anecdote auquel le président Blanc sera sans doute sensible et qui vous paraîtra peut-être un peu décalée, mais c'est une réalité que nous connaissons tous et que je connais moi-même de longue date, y compris parce que mes parents étaient des travailleurs sociaux, mais que j'ai redécouverte il y a quelques années en accompagnant Lilian Thuram à une distribution des Restos du Cœur dans Paris. Et comme à chaque fois que j'accompagne Lilian Thuram, dans la rue, vous avez 50, 20, 10, des dizaines de personnes qui viennent demander des selfies, des autographes. Et me dirigeant vers cette distribution avec lui, c'est ce qui s'est passé. Et puis au cœur même de la distribution, rien. Personne pratiquement ne l'a reconnu. Et notamment, je pense, parce que ces personnes qui sont aux marges de la société ne sont pas dans l'information, dans les codes, dans les repères, dans la capacité, du coup, à avoir accès à tout cela. Et c'est un défi pour les politiques publiques que d'être en situation d'avoir des dispositifs qui soient là, mais qui soient accessibles, qui soient simples, y compris du point de vue du recours au numérique. Et c'est un défi pour les acteurs que nous sommes, les travailleurs sociaux, les bénévoles dans nos structures, parce que c'est le quotidien de leur travail et de leur action, que d'accompagner ces personnes en précarité vers les droits, en être informés. C'est aussi un défi pour le travail social dans son évolution. Donc voilà, dans ce moment-là, nous avons plus que jamais ce défi qui est là, la nécessité de le relever du point de vue des politiques publiques, mais aussi du point de vue de celles et ceux qui, dans nos associations, sont à l'action pour être en capacité d'accompagner les personnes vers ces droits. Merci. Président Blanc, vous, dans la quotidienneté des missions qui sont celles des Restos du Cœur, je suppose que vous remarquez aussi cette inflation de besoins? Oui, absolument. Donc, nous avons vu augmenter ces derniers mois le nombre de personnes qui ont frappé à la porte des Restos du Cœur ou qui se sont présentées dans les distributions dans la rue. Et je remercie Pascal Brice pour l'anecdote qu'il a livrée, qui me paraît effectivement extrêmement parlante, hein, de cette coupure qui existe, qui existait déjà dans notre société et qui se renforce encore aujourd'hui avec l'augmentation de la précarité, puisque la précarité, c'est effectivement une précarité en termes monétaires, mais c'est aussi une précarité en termes d'isolement social.
Et c'est un des rôles fondamentaux des bénévoles des associations de lutter contre cet isolement social. Et la conséquence du confinement, évidemment, du fait de la distanciation sociale qui est nécessaire, va complètement à l'encontre de cette nécessité de rompre l'isolement. Donc, c'est une des grandes difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Et avec la pandémie et les nécessaires mesures qu'on doit mettre en place, comment maintenir un lien quand même malgré tout et comment lutter contre ce non-recours au droit qui s'accentue. Un des phénomènes qu'on constate aujourd'hui, depuis quelques mois, c'est en particulier la difficulté d'accéder aux services administratifs. Les téléphones des préfectures ne répondent pas, et donc on voit bien se présenter chez nous, ne serait-ce que sur le seul domaine des titres de séjour, des personnes qui en fait se retrouvent en situation irrégulière tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leur titre de séjour et donc qui sont extrêmement désemparés par ça. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre bien d'autres. Donc, d'où, à côté de l'aide alimentaire qu'on continue évidemment de développer et qui est prioritaire dans la situation actuelle, vraiment, parmi toutes les autres activités d'accompagnement des personnes qu'on a développées, certaines ont dû être mises en sommeil pour l'instant, mais l'accès au droit pluriel est quelque chose d'essentiel, hein, qui est vraiment vital pour les personnes qu'on accueille. Donc, je tiens vraiment à vous remercier de l'organisation de ce débat et je suis donc prêt à répondre aux questions qui pourront être posées parce que déjà, avant même le début de la crise sanitaire, de nombreuses initiatives ont été prises dans les départements. On a dans environ 70 départements en France aujourd'hui, entre nos associations départementales et les barreaux, les CDAD, mis en place des réponses pour faciliter cet accès, pour lutter contre cette fracture de l'accès au droit. Bénédicte, pardon, j'avais un problème de micro. Bénédicte, merci. Quel tableau tu peux dresser, toi, et celui du constat, qu'on ne fait peut-être pas encore complètement parce qu'il faut le temps que les dossiers, les demandes d'aide arrivent, et à la fois des structures qui existent, comment elles s'organisent, comment elles évoluent. Est-ce qu'on est à même de répondre avec une augmentation budgétaire aussi dérisoire que celle qui est annoncée? Alors, la profession d'avocat est organisée et grâce, je dirais, au système de l'aide juridictionnelle hein, qui permet le financement par l'État d'une procédure pour les personnes les plus démunies. Mais tout ça s'adresse à ceux qui ont besoin de s'adresser à un tribunal. Alors, la difficulté, c'est qu'actuellement, les plafonds d'accessibilité sont à 1 000 €, ce qui fait que quelqu'un qui gagne le SMIC n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle. Et on se heurte à une problématique de délai, mais là qui ne m'apparaît pas être complètement liée au Covid, et je pense qu'il faudrait se garder de faire un amalgame qui serait très pratique, puisqu'on est sur des délais d'accès au juge qui sont tels que quand il s'agit de faire valoir des droits fondamentaux comme le droit au logement ou le droit à une indemnisation sociale ou un droit aux soins, eh bien, on s'en trouve de facto privé parce que le délai d'accès est tel que finalement, on est sur une solution qui ne peut pas aboutir. Donc ça concerne, je dirais, la justice. Et officiellement, on a une organisation, mais qui de fait va se retrouver en grande difficulté à raison des délais. Ensuite, on a les personnes qui sont juste au-dessus de ces minima, puisque, encore une fois, quelqu'un qui gagne le SMIC n'y est pas éligible et pour eux, c'est extrêmement compliqué, effectivement, de faire valoir des droits, même des droits primaires. Et il y a une réflexion à avoir de ce point de vue-là. Ensuite, ce qui attire mon attention, c'est le discours qui vient d'être tenu par rapport à la grande exclusion. Et je me souviens d'avoir assisté à un congrès il y a peut-être une vingtaine d'années qui était sur le thème de l'exclusion et la question qui était posée aux avocats, c'est comment la profession est-elle capable d'aller vers des gens qui sont en situation telle qu'ils
eux-mêmes ne sont pas capables de venir et de faire valoir un droit, puisque globalement, un avocat, il faut quand même aller le voir. Enfin, je veux dire, on n'est pas, nous, professionnellement, en système de maraude, je dirais, pour aller au-devant des plus exclus. Et ce que je regrette profondément, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 20 ans après et nous nous posons exactement la même question. Donc ça, c'est un vrai problème. Ensuite, il y a une dernière chose que je voudrais dire, c'est la question de savoir qui doit supporter la charge de cette situation. La profession d'avocat est organisée, il y a des systèmes de permanence, il y a des systèmes très sophistiqués pour qu'il y ait des avocats qui puissent répondre aux demandes. Je pense qu'il y a peu d'entre nous qui, à un moment, n'ont pas travaillé gratuitement pour quelqu'un, n'ont pas dit « bon, ben, je ne prends pas d'honoraires, je fais du pro bono, je participe à telle action, etc. » La vraie question, c'est de savoir qui doit supporter cette charge. Moi, en tant que personne Bénédicte Mast, je ne suis pas gênée de pouvoir parfois faire du pro bono. C'est une question qui ne me pose pas de problème. En revanche, en tant que présidente de la commission accès au droit du Conseil national des barreaux, qui doit défendre les intérêts de mes confrères, ça me pose une difficulté. Je suis extrêmement gênée que l'État se repose sur une profession libérale pour assurer la solidarité avec la population, alors que c'est lui qui doit cette solidarité. Voilà, c'est des grandes questions, mais effectivement, ça pose une vraie difficulté. Et quand Christiane Ferralschul parlait du budget, il faut effectivement réviser la question du budget de l'aide juridictionnelle, mais pas que. Tous les services publics, d'accès à la justice, d'accès aux titres de séjour. J'ai accès à des fils de discussion où vous avez des gens qui ne peuvent pas prendre rendez-vous par Internet parce que le système n'est pas ouvert. Enfin, on est dans des situations qui deviennent strictement inadmissibles. Merci. De manière générale, Monsieur Blanc, Monsieur Brice, est-ce qu'on n'a pas le sentiment, est-ce qu'on ne peut pas avoir le sentiment que l'État dégage un peu une partie de sa responsabilité en la transférant alors, pour l'aide juridictionnelle aux avocats et de manière générale pour un peu tout ce qui dépasse, hein, alors aux acteurs de la solidarité, aux Restos du Cœur sur des choses aussi essentielles. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que les droits ne restent pas un joli flambeau inscrit au frontispice de nos institutions, mais est une effectivité? Comment est-ce que vous le travaillez au quotidien? Alors, si vous voulez, la question que vous posez, c'est un peu la même que celle qui est posée aux bénévoles. Est-ce que, en fait, par l'action des bénévoles, on ne remplace pas à un coût très faible pour la collectivité ce que devrait être l'action du travail social salarié? Alors, la réponse qu'on a la faiblesse d'apporter, en tout cas au Resto du Cœur, c'est que non, il s'agit de deux types d'actions différentes. Et de toute façon, en tant qu'action bénévole, nous ne prétendons pas résoudre le problème de la pauvreté en France. Donc, c'est un plan de lutte contre la grande pauvreté qui doit être conduit par les pouvoirs publics. Tout à fait au début de son mandat, le président actuel avait organisé une grande conférence au Trocadéro sur le lancement d'un plan de lutte contre la grande pauvreté. Il y a des mesures qui ont été prises, mais il en reste encore beaucoup d'autres qui restent à prendre, en particulier concernant les jeunes, hein, puisque ce sont eux sur lesquels notre attention est attirée actuellement. Donc, l'action que nous conduisons en tant que bénévoles, elle apporte quelque chose que les services de l'État, en tout cas, n'apportent pas et je pense peuvent difficilement apporter, c'est du temps. C'est-à-dire que la première qualité d'un bénévole, c'est d'avoir du temps à passer. Hein, on ne compte pas les heures avec les personnes qu'on accueille. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel pour justement retisser ce lien avec les plus démunis, mais nous n'avons pas les compétences pour intervenir après dans tous les domaines. Et c'est donc là qu'il est important de créer une articulation, ce qu'on fait en tout cas au Resto du Cœur, avec le monde juridique et en particulier le monde des avocats. Monsieur Brice, là-dessus, sur cette décharge
des pouvoirs publics, de l'autorité publique sur des acteurs plus ou moins bénévoles. Les avocats, ils sont payés à l'aide juridictionnelle, mais vu les montants, on n'est pas loin du bénévolat. Hein. Est-ce que ça vous apparaît être une solution durable, pérenne, satisfaisante? C'est en tout cas une question qui, je ne vous cache pas, m'inspire beaucoup depuis que j'ai pris la présidence de la FAS il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Parce que je crois que l'on peut faire le constat collectivement que nous sommes dans un pays, mais c'est un phénomène qui n'est pas propre à la France, c'est européen, vous retrouvez ça dans de nombreux pays développés, dans un temps qui est un temps qui n'est pas nouveau historiquement, hein, qui est un temps de crise sociale, de crise culturelle, dans un temps où vous avez une fragilisation des classes moyennes, et notamment, et en conséquence, notamment dans leur rapport à l'impôt, vous avez une mise en tension de la solidarité, de ses valeurs, de ses réalités, de ses politiques, de la façon de les mettre en œuvre. Ça date d'il y a 20 ou 30 ans. C'est une réalité. Moi, je crois qu'il faut être lucide pour trouver les ressorts, parce que c'est ça qui m'inspire à la tête de la Fédération des acteurs de la solidarité, c'est comment retrouver, reconstruire collectivement, chacune et chacun à notre place, les ressorts de la solidarité. Parce que l'évidence, on le voit bien, c'est que c'est plus que jamais indispensable, mais je pense qu'il nous faut réinventer. Et donc la question notamment est posée de celle de la place de l'État et des acteurs de la société dans tout cela. Et j'ai envie de ne pas tomber dans des réflexes conditionnés qui me sembleraient être décalés par rapport à ceux qui justement travaillent la société. Non pas qu'il ne faille pas à certains moments faire preuve d'esprit de résistance, qu'il ne faille pas à certains moments rappeler des principes et des valeurs fondamentaux, bien au contraire, mais il nous faut faire avancer tout cela dans la réalité de la société. Et donc, j'ai tendance à penser que oui, évidemment, l'État a un rôle central, il le joue. Il suffit de voir ce qui se passe du point de vue de la prise en charge du chômage partiel dans notre pays. Des aides qui ont pu être décidées, notamment pour les personnes en précarité. Mais la sensation que nous avons les uns et les autres est que cela ne suffit pas, et que notamment, il n'y a pas d'approche structurelle de ces questions. Qu'il y a là peut-être un peu trop la tentation de se dire eh bien au fond c'est la reprise économique qui va régler les choses. Or nous savons que ce n'est pas le cas, que nous avons là un cumul d'une précarité ancienne, Madame Mast le rappelait, d'une précarité plus nouvelle, hélas, et que tout cela risque d'accentuer des phénomènes de décrochage social. Et la question que nous évoquons aujourd'hui, celle de l'accès au droit, est de plus en plus centrale. Donc j'ai tendance à penser qu'il y a là un questionnement à avoir pour l'État, pour les politiques publiques, l'État, les collectivités locales. Je pense notamment, et nous pensons à la FAS, que la reprise des travaux sur le revenu universel d'activité est indispensable, notamment de ce point de vue-là, parce que l'on sort du maquis des minima sociaux pour avoir un dispositif plus simple, plus lisible, plus accessible. Mais je pense aussi que c'est une interpellation pour nous tous. En tout cas, je le prends ainsi pour le monde associatif. Et je vous disais combien, notamment pour les travailleurs sociaux, c'est un défi. Que d'intégrer pleinement cette question de l'accès au droit à leur activité quotidienne. Et le président Blanc rappelait combien également c'est un défi pour les bénévoles. Voilà, je suis dans cette réflexion-là et dans cette action-là, où je pense qu'il faut que l'État assume pleinement ses responsabilités, mais le fasse aussi d'ailleurs en changeant sa capacité, en changeant son fonctionnement. De manière à être plus en appui des dynamiques sociales qu'en surplomb, et notamment dans la conception des dispositifs et des droits. Bénédicte, est-ce que tu as le sentiment que dans le financement, puisqu'on fait tous du pro bono, hein, les avocats travaillent tous régulièrement gratuitement, mais à côté de ça, on a une activité économique et donc on ne peut pas, à certains barreaux, une submersion d'aide juridictionnelle. Comment est-ce qu'on fait pour faire bouger l'État sur le financement? Est-ce qu'il faut aller chercher des financements extérieurs? Parce qu'on le voit, c'est une aumône qu'on nous donne. Si on compare l'aide juridictionnelle en France avec l'aide juridictionnelle en Angleterre, à population équivalente, on a entre 400 et 500 millions en France, ils sont à 1,8 milliard en Angleterre. C'est une question complètement récurrente, hein. Toutes les propositions que la profession a faites pour aller chercher de l'argent en France, hein, je dirais, ont toutes été rejetées par le gouvernement qui n'accepte aucun impôt supplémentaire pour financer l'aide juridictionnelle. Donc, de toute façon, voilà, je pense que
Les comparaisons internationales ne sont pas forcément très faciles, puisqu'effectivement, quand on prend les rapports de la CEPEJ, on est en queue de peloton dans les pays développés européens, ou les plus développés européens, en ce qui concerne le budget de l'aide juridictionnelle par habitant. Mais on nous oppose systématiquement le fait qu'en France, l'aide juridictionnelle est universelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de restrictions quant au droit et quant à la procédure à engager, alors que dans d'autres pays, c'est le cas. Donc, ce n'est pas forcément très simple. Je pense qu'il faut de toute façon qu'à un moment ou à un autre, l'État décide d'augmenter son budget pour faire en sorte que ses citoyens et l'ensemble de ses citoyens puissent avoir accès aux droits. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant compte tenu effectivement des annonces de l'augmentation de la précarité. Moi, ce que je trouve très dommage, c'est qu'on en parle beaucoup à raison de la crise du Covid actuellement, mais cette situation-là existe depuis de très nombreuses années, Et l'argent qui est mis sur le chômage partiel, il est mis de façon un peu en catastrophe parce qu'effectivement, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais en tout cas, on n'est pas aujourd'hui dans une réflexion, me semble-t-il, aboutie, sensée et réfléchie sur comment on peut faire en sorte que les citoyens les plus démunis de ce pays ne soient pas dans la situation de précarité qui est la leur aujourd'hui. Et puis, je voudrais juste ajouter une chose, c'est qu'il n'est pas question, et il faut qu'on y prenne très garde, d'opposer les bénévoles avec les professionnels. Et quand je dis ça, c'est d'opposer le travail des bénévoles avec, par exemple, le travail des avocats sur l'accès au droit. Il faut que notre profession réfléchisse, et j'aurais dû le faire ces 3 années, je ne l'ai pas fait, on s'est occupé de l'aide juridictionnelle, on s'est occupé de plein de choses, mais effectivement pas de ça. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on ait une vraie réflexion sur l'accès au droit en dehors de l'accès aux tribunaux. Et il n'est pas question d'opposer les bénévoles qui ont une action complètement indispensable avec les professionnels que nous sommes nous, ou que peuvent être d'autres professionnels des droits primaires, comme par exemple des médecins ou des professionnels de ce genre. Il n'est pas question de ça. Pour autant, parfois, on assiste à des choses désolantes. Il y a actuellement des réunions sous couvert du Comité national pour les ordonnances de protection. Vous savez, ce dispositif de protection en ce qui concerne les violences familiales. Et il y a une association d'huissiers, et je l'en félicite, il faut s'en réjouir, qui a pris la décision de délivrer des assignations pro bono, c'est-à-dire de ne faire payer personne. Nous sommes Place Vendôme, nous évoquons ces questions-là, on parle de coûts, on parle d'un certain nombre de choses, et l'État, parce que je pense que quand on est Place Vendôme, on est quand même face à l'État, accepte tranquillement qu'une profession libérale travaille gratuitement et fasse tourner le système. Je trouve ça complètement inacceptable. Et je ne suis pas certaine que l'État assume toutes ses responsabilités en la matière. Évidemment, on fait des choses. Évidemment, on n'est pas un pays hyper libéral où on est abandonné, c'est vrai, mais néanmoins, il y a des efforts à faire de manière certaine, et ça ne pourra venir que d'une solution collective, puisque ça ne peut pas être certaines professions qui prennent en charge ces questions-là seules. Je rebondis sur ce que tu nous as dit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour assurer le maillage de l'accès au droit, très concrètement? Puisque l'accès au droit, Bénédicte le dit, c'est du juridictionnel. Il y a plein de droits qui ne sont pas du tout du juridictionnel. C'est du droit quotidien, c'est du droit à l'égard d'autorités publiques, c'est du droit à l'égard de la mairie, à l'égard de la CAF, des choses qui n'ont pas forcément besoin de l'assistance d'un avocat, mais ont besoin de sachants. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que vous faites, vous, dans vos associations, pour répondre à ces demandes de droit, à ces besoins de droit, qu'il s'agisse de type de séjour, qu'il s'agisse d'allocation? Comment est-ce que ça se maille? Comment est-ce que ça s'organise? Et avec en corollaire, une question qui nous est posée sur Facebook, en nous disant, mais est-ce que les plateformes en ligne peuvent servir à participer à cela? J'ai un petit bout de réponse. Il faut d'abord avoir accès aux plateformes en ligne, et ce n'est pas forcément le cas de ceux qui sont en grande précarité. Monsieur Blanc? Oui, alors effectivement, au-delà même de tout ce que vous venez d'évoquer, que je partage sur les problèmes budgétaires de l'AJ, et il faut être bien conscient que même si cette question budgétaire était résolue, il resterait quand même une coupure
entre les personnes les plus démunies et la profession d'avocat ou les autres professions. Donc, de toute façon, la question, c'est comment faire une suture, comment reconstituer un lien. Et je crois que là, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire à titre bénévole, puisque les gens qu'on voit venir pour demander une aide alimentaire, s'ils demandent une aide alimentaire, évidemment, c'est qu'ils ont d'autres problèmes de toute nature, hein, pas simplement alimentaire. Et donc, la relation de confiance qui se crée entre les équipes bénévoles et les personnes qu'on accueille permet aux personnes qu'on accueille, au rythme où elles le souhaitent, de mettre sur la table les difficultés qu'elles rencontrent de toute nature, notamment d'accès au droit. Et je crois que là, il y a vraiment un lien qui est à créer et qui s'est créé déjà dans beaucoup de départements entre les barreaux, les CDAD et les collectivités locales. Je vais prendre un seul exemple. Sur le département du Rhône, on a réussi à mettre en place un bus du droit par une association avec la communauté urbaine, avec les transports en commun lyonnais qui ont fourni un bus gratuitement. Et ce bus a été aménagé pour qu'il y ait des consultations qui puissent être faites devant les différents centres des Restos du Cœur, donc avec une présence d'avocats, on revient au pro bono, hein, effectivement, où c'est essentiel pour le faire, mais où il y a eu avant une discussion entre les bénévoles des centres des restos et les personnes, de façon à pouvoir préparer ce rendez-vous qui sinon n'aurait jamais eu lieu. Et après, il y a le colloque singulier qui se fait entre l'avocat et la personne hors présence des bénévoles, mais ensuite, après, là aussi toujours, si la personne qu'on accueille le souhaite et au rythme où elle le souhaite, les équipes bénévoles des restos peuvent l'aider à suivre après les différentes péripéties par lesquelles il va passer. Je crois donc que c'est vraiment ce type d'action qui reste essentiel au-delà même des questions budgétaires qui, elles, sont à résoudre aussi. Voilà l'exemple que je voulais donner. Merci. Oui, effectivement, il existe aussi à Paris un bus de la solidarité qui circule, a fortiori dans les arrondissements les plus démunis, pour pouvoir répondre à ces accès au droit. Est-ce qu'on n'a pas le sentiment, Monsieur Brice, que, pour revenir un peu à ce que vous disiez sur le revenu universel, est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'on a créé toute une apparence de droit multiple, concret, qu'on a affirmé haut et fort qu'il y a du droit au logement, du ceci, et puis en fait, quand il s'agit de rentrer dans la praticité, on n'a pas ça. Hein, on a des, je vais schématiser, mais des guichets d'administration qui disent oui, ben, remplissez le formulaire. Mais il y a des gens qui, par définition, ne savent pas lire le formulaire, ne sont pas capables d'en comprendre la complexité et les implications et les nécessités. Je n'irai pas jusque-là. Je pense que nous sommes un pays d'effectivité du droit et que d'ailleurs les avocats y contribuent beaucoup. Des prestations sont là. Nous sommes un pays où, encore une fois, les dispositifs d'accompagnement de prise en charge sont là. Mais l'autre versant de la réalité, c'est effectivement ce qui nous occupe là et qui occupe notamment les travailleurs sociaux, les bénévoles dans nos associations tous les jours. C'est une vraie difficulté à y accéder qui se mesure par ce qu'on appelle le non-recours et qui relève effectivement d'un ensemble de choses et qui part encore une fois de la conception des dispositifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on conçoit les dispositifs, se poser la question du point de vue des politiques publiques, est-ce que les personnes pourraient y avoir accès? Je vous donne un exemple. Il y a eu des annonces récentes de bienvenue pour des aides exceptionnelles aux jeunes dans cette crise que nous traversons et que les jeunes notamment traversent de manière particulièrement violente. La Fédération des acteurs de la solidarité souhaitait faire une proposition de manière à ce que ce soit complété pour certains jeunes qui ne sont pas concernés par ces aides. La question que nous nous sommes posée immédiatement, je ne dis pas que nous y sommes parvenus, mais nous nous sommes posés immédiatement, c'est comment avoir des dispositifs de mise en œuvre qui garantissent que des jeunes, en l'occurrence des jeunes en grande précarité, qui ne sont pas logés, et qui n'ont pas accès aux prestations, puissent quand même y avoir accès. Donc c'est une capacité à se poser immédiatement ces questions-là, avoir une organisation administrative, des guichets, des plateformes, c'est la question qui était posée, parce que je vous confirme que dans le quotidien de celles et ceux qui sont dans nos structures, dans nos associations, des travailleurs sociaux et les bénévoles, mais notamment les travailleurs sociaux, c'est une question de tous les jours. L'accompagnement, l'information dans les structures de maraude, dans les structures d'hébergement, par des dispositifs d'information sur l'accès au droit. C'est ce qui fait leur quotidien, qui est encore une fois
a un impact réel sur l'évolution du travail social. Parce que le travail social, c'est de plus en plus cela aussi. C'est une capacité, ce qui renvoie à la formation, ce qui renvoie au temps qui est consacré à tout cela, à informer les personnes sur l'accès à la CAF, l'accès aux minima sociaux, l'accès au logement, la sécurité sociale, etc. Et on sait, ça a été dit, et je le dis d'expérience pour avoir été directeur général de l'OFPRA et avoir moi-même fait l'information, tenté de faire l'information de nombreuses personnes en situation de migration sur des campements, combien le défi est supplémentaire encore pour des personnes migrantes avec le barrage de l'accès à la langue. Donc là, nous avons un défi qui relève de la nécessité d'avoir de la simplification administrative, d'avoir une coopération entre les différents acteurs administratifs, associatifs et de la société civile, y compris les professions libérales, et d'être dans un accompagnement global. Et oui, je considère et nous considérons que l'outil numérique est précieux, mais qui ne peut pas se substituer à des espaces humains. Notamment parce que nous savons que nous avons là des populations qui sont aussi dans la difficulté supplémentaire de l'accès à l'outil numérique. Et qu'il faut pouvoir concevoir, et c'est l'un des éléments qui sont en discussion et que nous devons devoir nous emparer collectivement dans la mise en œuvre de tous ces dispositifs, de la place du numérique et de la part de ce qui relève encore de l'humain qui nous paraît tout à fait essentiel. Et je le sais encore une fois d'expérience, pour l'avoir pratiqué dans des campements, je sais ce que ça veut dire que d'aller vers des personnes pour être en situation de leur expliquer les choses, de partager, alors que les obstacles sont multiples. Bénédicte, je vais avoir une question presque provocatrice. Tu évoquais tout à l'heure le fait que, effectivement, en France, sur l'aide juridictionnelle, on ne filtre rien et que ce n'est qu'une question de revenu qui permet à tous d'avoir accès. Mais ce qui signifie, paradoxalement, c'est qu'en Angleterre, où le filtre se fait, ils ont beaucoup plus de moyens. Et en France, où le filtre ne se fait pas, si je schématise, quelqu'un peut introduire 10 recours différents dès lors qu'il est en dessous du maximum. Est-ce que ce système-là, avec un État qui ne veut pas financer, de toute évidence, est-ce que ce système-là est pérenne? Ça dépend quelle conception on a de l'aide juridictionnelle. En tout cas, moi, je parle pour moi, et c'était le sens d'ailleurs du travail de la Commission sur ces 3 années. On est très attaché au caractère universel de l'aide juridictionnelle et il n'est pas question qu'il y ait un tri qui serait fait par on ne sait qui en amont qui permettrait à quelqu'un d'accéder ou pas à un juge. Enfin, moi, ça me paraît être quelque chose d'inenvisageable. Donc, ça, il y a des juridictions actuellement qui essayent de faire ça, notamment les cours administratifs d'appel en droit des étrangers seraient très friands de cette possibilité de tri en amont et on s'y oppose le plus farouchement possible. Après, vouloir comparer la possibilité d'un filtre en Angleterre avec plus de moyens et moins de moyens en France parce qu'il n'y a pas de filtre, je pense que là, on est trop court pour dire ça. Ils ont plus d'argent en Angleterre que nous, voilà. Ensuite, ils filtrent et pas nous. C'est 2 choses qui, à mon avis, n'ont rien à voir. Mais en tout cas, dans ma conception de l'aide juridictionnelle et dans la nôtre, celle qui était la commission ces 3 années, il est clair que je ne vois pas comment et sur quels critères on pourrait dire eh bien, monsieur ou madame, vous avez le droit de saisir un juge, ou monsieur et madame, vous n'avez pas le droit. La loi sur l'aide juridictionnelle le permet, ça. Il y a une disposition, le fameux article 7 de la loi sur l'AJ, qui permet d'empêcher l'octroi, enfin de refuser l'octroi de l'aide juridictionnelle à quelqu'un qui veut engager une action manifestement irrecevable, manifestement infondée, ou, depuis l'année dernière, abusif. On s'est opposé à ce que ce caractère abusif soit inclus. On a perdu, ce qui est malheureusement notre lot fréquent quand on discute avec la chancellerie. Enfin, des fois, on arrive à des choses, mais pas toujours. Et après, la question, c'est de savoir comment ça va être mis en œuvre. Qui va dire c'est une procédure abusive ou ça ne l'est pas? Et ensuite, on aura un contrôle a posteriori à la fin et l'avocat sera payé ou pas payé. Enfin, on se retrouve face à des difficultés techniques très compliquées. Moi, je pense que la question, elle n'est pas là. La question, elle est en matière de budget global. Effectivement, le budget n'est pas suffisant. Ça, c'est une chose certaine. Pour répondre tout à l'heure à ce qui était dit par rapport au bénévolat et au fait d'aller chercher les personnes exclues, je pense que c'est la limite de notre profession. C'est-à-dire que nous, avocats, en général, on n'aime pas que d'autres fassent notre métier, donc on n'a pas à faire celui des autres, me semble-t-il. Et on a besoin, je pense que c'est un besoin complémentaire, c'est-à-dire que tout ce travail
de temps, de passer du temps avec les personnes, d'aller à leur rencontre, d'essayer de faire le tri, de savoir ce dont ils ont besoin et ce dont ils ont envie, parce que parfois ce sont deux choses qui peuvent être différentes. Ce premier tri, effectivement, il doit être fait par le milieu associatif au sens large, parce que ce n'est pas notre métier. En revanche, nous, avocats, il faut qu'on soit présents à la jointure, c'est-à-dire que dès que effectivement on a défini un besoin de droit ou une envie de droit quelconque, que la profession soit en capacité de répondre. Mais on ne peut pas aller sur un terrain qui incontestablement n'est pas le nôtre parce que, on ne sait pas faire, on n'a effectivement pas la formation et il faut au contraire travailler ensemble et pas de manière parallèle et en marchant les uns sur les plates-bandes des autres. C'est-à-dire que tout le secteur social s'occupe des personnes et dès qu'il y a une question de droit, il faut que la profession soit présente d'une façon ou d'une autre et il faut qu'on travaille ces questions d'accès au droit, évidemment, pour que la jonction se fasse. Monsieur Blanc, on parle d'accès au droit, on parle d'aide juridictionnelle, mais est-ce qu'il n'y a pas une aide au droit, donc qui est bien en amont du juridictionnel? Comment est-ce que ça peut se traiter? Est-ce que c'est un pan qui peut être traité par des associations comme les vôtres? Alors qu'il l'est de fait, très concrètement, parce que vous faites, mais est-ce qu'on ne gagnerait pas à structurer ça dans le prolongement de ce que dit Bénédicte Mas, c'est-à-dire à déléguer des choses pour donner d'effectivité? Alors, dans le prolongement de ce que vient de dire Bénédicte Mas, je crois qu'il y a un point essentiel qui est celui de la formation. Effectivement, votre profession peut beaucoup aider le secteur associatif en organisant des formations. On a parmi nos bénévoles un certain nombre de bénévoles qui viennent déjà du milieu, soit avocat, soit judiciaire. J'en suis moi-même un exemple. Mais cela étant, pour les bénévoles de terrain, il y a cette nécessité de la formation et là, je crois qu'il y a quelque chose qu'on pourrait mieux construire que ça n'est fait actuellement pour cette ouverture. Et alors, par ailleurs, on a une modification tellement fréquente, alors à la fois de l'accès aux droits sociaux, mais même des codes de procédure. Hein. On voit actuellement ce qui est en train de se discuter pour les jeunes en matière pénale. Et donc, il y a encore des choses qui vont changer pour le meilleur ou pour le pire. Donc là aussi, il y a une nécessité vraiment d'une formation, d'un appui en termes de formation, déjà de formation de base. Donc je crois que là, on pourrait construire de façon plus ordonnée une coopération efficace. Est-ce que cette coopération, Monsieur Ruiz, est-ce que cette coopération, elle doit être le fruit d'initiatives locales ou est-ce qu'au contraire, on gagnerait à la structurer par les institutions, par la Fédération des acteurs de la solidarité et le Conseil national des barreaux? Qu'est-ce qui vous semble être le plus efficace? Les actions locales qui remontent et par capillarité ou bien au contraire les grands projets? Les deux, vous allez me répondre. J'ai tendance à penser qu'il nous faut à la fois prendre appui sur ce qui s'expérimente un peu partout, parce que ça, c'est la force notamment du monde associatif. Et c'est l'une des vocations de la Fédération des acteurs de la solidarité que de mettre en exergue ce qui se fait, ce qui se construit dans le monde associatif, dans ses rapports avec les différents partenaires, y compris avec les barreaux. Et moi, je suis heureux que nous ayons pu engager un travail avec le Conseil national des barreaux de manière à pouvoir amplifier tout cela, notamment dans le dialogue avec les pouvoirs publics, auquel nous avons demandé d'ailleurs de manière réitérée, ce qui devrait se faire prochainement, à nouveau un travail sur cette question de l'accès au droit et des moyens d'y parvenir. Donc je pense que c'est à travers l'ensemble de ces éléments, et notamment en y associant la profession d'avocat dans les limites indiquées par Madame Mas, parce que comme vous le disiez très justement, chacun son métier, mais il y a là des dynamiques que nous devons pouvoir construire collectivement, à la fois au niveau national dans le dialogue avec les pouvoirs publics et par ce qui se construit un peu partout dans le pays, et la FAS y est évidemment tout à fait disponible.
concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des processus particuliers à mettre en œuvre pour les plus vulnérables, pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes? Est-ce qu'il y a des réponses immédiates auxquelles il faut que les avocats, notamment, participent? Monsieur Blanc, peut-être? Oui, enfin, sur les réponses immédiates, il est nécessaire que vous puissiez nous aider à nous mettre à jour par rapport à ces situations évolutives. Donc ça, je crois que là, c'est un point très important. Et puis, ce qui est également très important, primum non nocere, c'est-à-dire que vous agissiez aussi à votre niveau, et ça c'est de votre responsabilité, pour faire que les différents changements législatifs ou réglementaires ne compliquent pas la situation des catégories sociales que vous évoquez, les jeunes, les personnes handicapées, voilà, je crois que là, vous avez aussi un rôle important à jouer. C'est une préoccupation quotidienne. Voilà. Est-ce qu'on peut penser, quand on voit les initiatives des avocats, de la fédération, des Restos du Cœur depuis tant d'années, est-ce qu'on peut penser qu'on est en train de basculer à un moment donné d'un modèle français où les pouvoirs publics étaient très présents, très financeurs, à un modèle plus anglo-saxon, où ça va être, où on va faire reposer ça beaucoup plus sur le privé, sur la bonne volonté, sur l'engagement de chacun, qu'il s'agisse de personnes physiques ou bien de personnes morales, vous savez, de ces entreprises qui promeuvent un projet et montrent comme ça leur implication dans la vie sociale et solidaire? Je ne pense pas qu'on soit encore complètement dans un modèle anglo-saxon. Si vous voulez, la France a quand même une fonction publique importante et une volonté, y compris à travers la décentralisation d'ailleurs, mais quand même de maintien du rôle de l'État. Donc, je ne nous vois pas encore dans un modèle à l'américaine. Alors, vous m'excuserez, mais je vais devoir vous quitter. Oui, vous nous en aviez prévenu. Merci beaucoup, en tout cas, de votre présence, M. Blanc. Merci. Voilà. Merci à vous et encore merci pour votre initiative. Merci. Et merci à vous de ce que vous faites avec les Restos du Cœur. Voilà. Au revoir. Monsieur Brice, cette évolution, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'on n'a pas un État qui est aujourd'hui plus coordinateur que financeur, finalement? État et collectivités territoriales? Vous disiez, ce sont des questions que je me pose sans cesse dans l'action qui est la nôtre à la face. Je crois qu'il faut quand même redire que nous sommes, y compris dans un moment dans notre pays où l'engagement de l'État est massif. Vous avez là, sous différentes formes, une intervention qui est extrêmement massive, je le redisais, sous l'angle du chômage partiel ou sous d'autres éléments qui, quand même, rendent un peu compliqué l'idée qu'au fond, l'État ne serait pas présent. Donc, il l'est. Mais encore une fois, je pense qu'il est plus que temps, c'est le moment de s'interroger sur les modalités de son action, dans le rapport à ce que vivent les citoyennes et les citoyens de ce pays, notamment celles et ceux qui sont les plus éloignés du cœur de la société par la pauvreté et la précarité, dans la capacité à construire avec les acteurs, notamment les collectivités locales que vous citiez. Et donc, il y a quelque chose à réinventer, y compris parce que l'intervention publique financière massive, c'est très bien, mais ce sont des impôts. Et que si l'on est lucide, on sait qu'on a dans un moment où des couches importantes de la population sont sous la tension de la crise économique, de la crise sociale, sur des questionnements de tous ordres, c'est de plus en plus compliqué. Et donc moi, je suis de celles et ceux qui pensent que, indépendamment de ces références ou à ces modèles, nous devons inventer des dispositifs de solidarité qui soient là, qui soient présents, qui soient effectifs, où l'État prenne toute sa part, où la société prenne toute sa part, avec un seul critère, pas deux, que celles et ceux qui doivent en bénéficient effectivement. Donc c'est plutôt comme ça que j'orienterai pour ma part la réflexion, c'est-à-dire qu'il y a sans doute certainement une tentation de repli,
de la part de l'État et des politiques publiques, que c'est un risque qui existe et qu'il faut conjurer en étant en capacité de penser et d'agir les politiques de solidarité au bénéfice de celles et ceux qui en ont besoin par l'action de l'État et par l'action de la société, notamment, pas seulement dans le monde associatif. C'est ainsi que j'essaye de contribuer à la présidence de la FAS, à la réflexion dans le moment qui est celui que nous vivons. Pas simple. Pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce qu'on n'a pas le risque, puisqu'on voit que c'est l'État, mais c'est aussi les collectivités territoriales qui prennent de plus en plus de place, hein, parce qu'elles sont au contact concret. Est-ce qu'on n'a pas un risque de différenciation des territoires, c'est-à-dire que des territoires plus démunis ont des moyens plus petits, des territoires riches, par contre, ont moins de problèmes de pauvres, hein, si je schématise à outrance, et donc peuvent mieux financer leur politique publique, alors que les territoires démunis, ma foi, devant la loi du nombre de ceux qui en ont besoin, dans des territoires qui sont économiquement un peu dévastés, socialement compliqués et budgétairement moins bien garnis que d'autres. Est-ce qu'on n'a pas une différenciation territoriale là où on avait autrefois une grande unité? Est-ce que ça se remarque pas, notamment sur l'aide juridictionnelle, avec le fait qu'un grand territoire comme Paris a finalement une aide juridictionnelle qui est… c'est à toi, Bénédicte, là, que je renvoie la balle. Paris a finalement un budget d'aide juridictionnelle qui est sans rapport avec sa population sur un plan démographique, parce qu'on regarde la sociologie et pas la démographie. Et donc, est-ce qu'on n'a pas des fractures qui sont en train de se creuser davantage encore? Alors, on en arrive à discuter du rôle de l'État, donc je ne vais pas dire qu'on s'égare, pas du tout, parce qu'on est complètement dans le sujet, mais moi, vous avez bien compris, hein, je fais partie de ceux qui considèrent que l'État a toute sa place et doit la prendre dans la défense et la sauvegarde de sa population. Je veux dire, là-dessus, c'est… Et c'est vrai qu'on est face à une difficulté quand on voit le fonctionnement des CDAD. Puisque, comme tu le dis, Xavier, on a des CDAD qui fonctionnent très bien, je m'avance un peu, mais qui fonctionnent parce qu'il y a des collectivités locales qui participent, parce qu'il y a des communes voilà, qui ont un certain nombre un budget qui peut être raisonnable. Et puis, vous en avez d'autres, comme le mien, dans la Manche, qui est totalement exsangue, où on a les moyens de rien, on ne peut rien faire. On arrive à organiser des consultations gratuites, mais qui sont sur la bonne volonté du barreau, où on n'est payé rien du tout. Enfin, on est sur des disparités qui sont, que moi, je trouve qui ne sont pas acceptables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être mieux loti quand on est pauvre à Paris que quand on est pauvre à Coutances. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à travailler entre les associations qui étaient éventuellement présentes ce matin ou d'autres et le CNB sur la question de l'accès au droit, c'est-à-dire le avant saisine du tribunal, hein, pour savoir comment on s'organise. Et effectivement, les CDAD sont, à mon avis, le vecteur institutionnel dans lequel il faut qu'on travaille. Moi, je pense que l'idéal, peut-être, ce serait d'essayer de concevoir une sorte de modèle ou de raisonnement au plan national qui pourrait s'inspirer effectivement de ce qui se fait localement, mais qui serait ensuite mis en place localement. Et j'en veux pour preuve le travail qu'on a fait sur les conventions locales sur l'aide juridictionnelle, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a envisagé un système nationalement, je dirais, et ensuite, il est mis en œuvre localement, chacun avec ses moyens, ses capacités, ses envies. Et peut-être est-ce qu'on pourrait essayer de faire la même chose ou quelque chose qui s'apparente à ça avec les associations sur l'accès au droit, c'est-à-dire le avant saisine du juge. Mais je crois que se reposer totalement sur le libéral, entre guillemets, l'associatif, même si c'est tout à l'honneur des associations, mais ça ne peut pas dépendre de bonne volonté locale. Ça ne me paraît pas envisageable. Monsieur Brice, est-ce qu'on est à même, là, en fonction de ce qui se dessine, d'avoir une idée sur l'accès au droit, sur la précarité de cet accès au droit, de l'orage qui s'annonce? Est-ce qu'on peut… Alors, on a les chiffres de l'INSEE qui disent 1 million de nouveaux pauvres. Est-ce qu'on peut
essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on peut y répondre d'ores et déjà. C'est-à-dire mettre en place des processus avant même que l'orage n'arrive. Est-ce que ça vous semble possible? En termes d'accès au droit, là, je suis très, très dédié. Écoutez, c'est ce qui nous occupe tous les jours, parce que nous y sommes dans l'orage, hein, ça a été dit. Nous avons d'ailleurs fait la proposition au pouvoir public d'organiser collectivement une veille sociale, parce que l'une des questions qui se pose à nos yeux, qui est très liée à ce que nous nous disons là, c'est la capacité à disposer d'outils, d'appui, d'aide, d'accompagnement adaptés à l'apparition de nouveaux publics, comme l'on dit, basculant dans la précarité. On parlait des jeunes, mais il y en a d'autres. Et donc, il est indispensable dans cette période-là que les dispositifs publics s'adaptent à l'évolution de la précarité, la précarité non seulement continue et s'amplifie du point de vue de celles et ceux qui y sont de longue date, mais aussi de celles et ceux qui sont en train d'y basculer. Donc pour nous, c'est cela la priorité, c'est de faire en sorte que les dispositifs soient adaptés à la réalité dans laquelle nous sommes, qui est une urgence sociale, et une urgence sociale qui conduit à de nouvelles couches de la population à basculer, et je pense notamment aux jeunes, que ce soit des jeunes sans formation, des jeunes étudiants, mais pas seulement. Vous avez aussi des auto-entrepreneurs qui sont, parce que vous avez évidemment un impact de la fragilisation du salariat sur l'amplification de la précarité dans ce moment où des gens qui en plus étaient un peu à la limite, maintenant sont en train de basculer. Donc voilà, c'est surtout cela, avec une difficulté qui est que le problème de l'accès au droit est connu de trop longue date. Et il continue à se poser pour les personnes qui sont en situation de précarité plus ancienne. Mais avec celles et ceux qui sont plus proches du cœur de la société, qui sont en train de basculer là, la problématique est posée, mais elle est souvent un peu différente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des personnes qui, sur le plan des codes, sur le plan de l'information en soi, sont peut-être moins éloignées de la possibilité d'avoir accès au droit, mais qui vont avoir des barrières psychologiques plus profondes. Donc voilà, il faut pouvoir s'adapter à chaque fois à ces situations-là et se mobiliser au vu de cela. Et encore une fois, moi je suis de celles et ceux qui pensent que on n'est pas dans une situation caricaturale où on serait dans un modèle français qui est peut-être d'ailleurs plus fantasmé que réel, ou un modèle anglo-saxon et tout serait fait par les associations, tout serait fait par l'État. La réalité aujourd'hui est différente et il me semble que ce qui est devant nous, c'est la capacité à apporter des réponses à la crise sociale en ayant chacune et chacun à sa place. L'État, le monde associatif, les professions mobilisées comme la vôtre, de manière à pouvoir construire des réponses, encore une fois, du point de vue de celles et ceux qui sont là, en l'occurrence, dans la difficulté à accéder et même dans l'ignorance de leurs droits. Bénédicte, est-ce qu'il faut un grand Grenelle de l'accès au droit avec les acteurs sociaux, l'État, les juridictions, les avocats? Est-ce que c'est une vraie fausse bonne idée? Ah ben, moi, je pense que ça pourrait en être une, ne serait-ce que pour mettre tout le monde face à ses responsabilités. C'est-à-dire que quand on est, je partage ce qui vient d'être dit, effectivement, il faut que chacun soit à sa place et fasse ce qu'il a à faire, mais encore faut-il qu'on ait un interlocuteur. Et donc, l'accès au droit, c'est pouvoir obtenir un titre de séjour et donc pouvoir prendre un rendez-vous dans une préfecture et donc avoir quelqu'un en face. Quand on saisit un tribunal, il faut qu'on n'attende pas un an entre une ordonnance de clôture et une fixation. Donc, tout le monde, effectivement, doit prendre sa place, ça c'est vrai, mais la difficulté, et je pense qu'il faudrait que effectivement tout le monde s'en parle, c'est que quand bien même tout le secteur associatif qui est lié à des gens qui travaillent, toute la profession d'avocat qui est également liée à une bonne volonté, mais qui existe, et il y a toujours quelqu'un pour le faire, quand en face on n'a pas d'interlocuteur, on est quand même dans une difficulté extrême. Donc le fait de s'en parler, de dire les choses, de nommer les choses, je pense qu'effectivement ça devrait pouvoir faire avancer un certain nombre de choses. Ne serait-ce que pour qu'il soit démontré que on ne peut pas envisager d'accès au droit si on n'a pas l'interlocuteur en face qui est susceptible de nous donner ce droit. Or, aujourd'hui, c'est aussi cette question-là qui est posée. Même si je peux rejoindre ce que dit M. Brice, il n'en demeure pas moins que si on a un interlocuteur absent, on ne fait pas avancer les choses. Donc, sans parler tous, oui, ça me paraît être strictement nécessaire, voire indispensable. On arrive à la fin de cette heure. Pardon, M. Brice, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Parfait pour moi. On arrive à la fin de cette heure. Je vais rendre la parole à notre présidente pour le propos conclusif.
Je vous remercie, Monsieur Brice, merci Bénédicte, je remercie Monsieur Blanc, même s'il n'est plus là, de ce partage, de cette communion d'accord, cette petite avancée qu'on a pu faire peut-être dans ce moment fondamental de notre solidarité et de notre humanité. Merci à tous et toutes pour cet échange. C'est vrai que le droit est un élément structurant dans une société et l'accès au droit est absolument indispensable. Alors aujourd'hui, on parlait de l'accès au droit pour une population fragilisée. Moi, j'ai découvert que des personnes ne pouvaient pas accéder aux droits, soit parce qu'ils sont dans des zones géographiques où accéder à un avocat, accéder à un juge, eh bien, il y a des zones où il n'y en a pas. Donc, il y a des obstacles considérables et lorsqu'on a besoin de droits, on a besoin de justice. Donc, dans cette difficulté, eh bien, je suis quelqu'un de pragmatique, je me dis qu'on a certainement besoin de cet accès au droit, mais en général, ça ne va pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être autour de ça. Il y a les problématiques de logement, de l'accès à l'éducation, de l'accès au numérique, tout simplement aussi. Donc, ces fractures s'additionnent. Et dans le travail que nous, avocats, avons à faire avec les associations, il y a des mots qui m'ont paru importants aujourd'hui, notamment d'abord le dialogue, arriver à travailler ensemble, se former ensemble. La formation a été évoquée comme un facteur aussi qui permettrait de fluidifier aussi les choses, d'accompagner cette population précarisée. Donc, au moment où, effectivement, avec la crise sanitaire, on a encore plus de demandeurs à l'aide juridictionnelle, au moment où on a vu ces derniers mois, cette dernière année, on a vu cette mise en lumière d'une partie importante de notre barreau qui est engagée, qui accepte de travailler sous forme d'indemnisation, mais on voit bien que le système est à bout de souffle. Et donc, il faut, j'ai bien entendu Bénédicte qui souligne que, eh bien, on ne peut pas s'appuyer uniquement sur les indépendants, le libéral, que ce poids est beaucoup trop lourd. Et lorsque enfin, si le budget, si l'investissement ne se fait pas, il y a un moment où le système peut s'effondrer et va s'effondrer parce qu'il est à bout de souffle. Moi, j'ai été très impressionnée par tous ceux qui sont investis dans les associations, qui croient dans l'importance de cet engagement, de cette humanité qui fait la différence. Donc, il nous reste à travailler ensemble. Merci pour cet échange et pour cette mise en lumière. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Merci à tous. Merci. Merci.